l'enregistrement de l'atelier que vous pourrez retrouver du coup en replay dès la semaine prochaine sur la plateforme, le site internet du collectif. Voilà, donc merci à tous d'être présents ce matin pour notre atelier sur le développement de l'énergie renouvelable et locale en plein de vente, qui sera animé par l'entreprise Volteres avec Virginie. Et je crois qu'il y a une autre de tes collègues qui est présente, que je n'ai pas repérée encore. Alors, du coup, j'ai présenté, donc du coup, Ouais, enchantée je tout le te monde. laisse la main du coup pour la suite. Ok, donc Virginie Vivalda, je travaille, alors du coup, on prononce Voltaire, on prononce pas le S, Ah, pardon. pas de souci. Donc Voltaire, avec Volt qui fait référence à l'électricité et Terre qui fait référence au territoire. Donc du coup, moi, je suis responsable grand compte chez Voltaire. Je suis du coup la responsable commerciale du contrat de Carglass. Donc Carglass est un de nos clients depuis le 1er janvier 2021. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Génération Responsable. J'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le management de l'énergie et l'efficacité énergétique, puisque j'ai travaillé auparavant dans le groupe Air Liquide. Et donc, pour cette présentation qui a plusieurs objectifs, je serai accompagnée d'Eric Penn, qui est directeur commercial de Voltaire, et en support Fonchon Dufaux, qui, elle, est responsable grand compte pour tout ce qui est projet solaire dans la même structure à laquelle Voltaire appartient. Et donc, du coup, l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter finalement comment faire le tri dans la jungle des offres vertes. Donc, j'imagine que vous entendez beaucoup parler autour de vous de toutes les des offres vertes qu'il y a sur le marché. Donc, le but, c'est de faire un décryptage en vous basant sur le nouveau label que l'ADEME a mis en place. Ensuite, je vous présenterai les solutions solaires que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises, soit au sein de vos entreprises, soit en dehors, avec du coup pour profiter et de voir quels avantages économiques chaque solution vous apporterez. Et puis, en dernier point, c'est de vous présenter Voltaire, d'où l'on vient, qui on est, pourquoi on existe et qu'est-ce qu'on propose. Super. Alors, donc, du coup, voilà. Donc, déjà, je vais commencer par cet item. Donc, comment s'y retrouver dans la jungle des offres vertes. Donc, voilà, vous voyez un peu le petit schéma. Alors, on peut effectivement se gratter fortement la tête, puisqu'on peut voir l'électricité vraiment verte à 100%, 100% verte et locale, 300% verte. Si on veut si on veut rendre ça, si on veut appréhender ce sujet avec le sourire. Et donc, effectivement, pour nous aider, l'ADEME a créé le label Vervolt. Alors déjà, je ne sais pas si effectivement tout le monde est commun avec ça sur qu'est-ce qu'une offre verte déjà. Donc, en fait, une offre d'électricité verte, je vulgarise, hein, mais pour vous donner un aperçu plutôt macro. Donc, c'est une offre d'électricité, elle est verte quand on achète des garanties d'origine. Ça, c'est peut-être l'explication la plus simple qu'on puisse apporter. Et c'est quoi une garantie d'origine? Une garantie d'origine, c'est un certificat mensuel qui affiche la production mensuelle d'un actif renouvelable. Donc là, je vous ai donné un exemple. Donc en gros, on va avoir là dans cet exemple une ferme éolienne qui va produire, donc là c'est écrit ici, qui va produire 1440 MWh sur le mois. Elle émet un papier et ce papier est acheté. Donc ce papier est acheté, l'argent va soit au producteur, l'argent, allez, on va simplifier, va au producteur. Et en fait, c'est en achetant ce certificat qui fait que l'électricité, elle peut être qualifiée de verte. Donc, voilà ce que vous voyez sur une garantie d'origine. Vous voyez la date de mise en service de l'actif. Là, typiquement, c'est exemple 15 octobre 2003. On voit du coup que 1er avril 2019, donc avril 2019, c'est le mois de la garantie d'origine. Et puis, source d'énergie utilisée, le vent. Donc, sur cette garantie d'origine, par exemple, on ne voit pas de quel producteur il s'agit. On voit l'adresse, mais on ne voit pas de quel producteur il s'agit, on voit juste une quantité. Et donc, si vous avez consommé 1440 MWh sur le mois et que vous achetez ce certificat, sur le mois d'avril, votre électricité est 100% verte. C'est un document qu'il faut avoir pour justifier. C'est un document que le fournisseur achète pour vous et qu'il peut sur demande vous montrer. D'accord.
Alors, à savoir que du coup, l'offre verte standard, l'électron, donc qui passe vraiment et qui transite, enfin, l'électron qui vous alimente, il n'est pas forcément acheté au producteur renouvelable. Là, je parle juste vraiment d'un certificat. Et donc, du coup, si on va un cran au-dessus, c'est qu'est-ce qu'une offre d'électricité verte premium? Donc, on achète toujours la garantie d'origine, puisque ça, on est sur un mécanisme légal de l'État. Mais par contre, l'électron, si l'offre est premium, il est acheté au producteur renouvelable. Donc, il y a un acte d'achat qui est double finalement sur une électricité verte premium, qui est j'achète la garantie d'origine, mais surtout, j'achète l'électron au producteur. Donc, quand vous payez votre prix d'électricité, ce que vous donnez, ça va rémunérer un producteur renouvelable. Et si je vous donne un peu, donc l'ordre de grandeur du prix de la garantie d'origine, aujourd'hui, une garantie d'origine, c'est environ 2 € par mégawattheure. Là où votre prix aujourd'hui que vous payez d'électricité, bon, alors là, il y a eu dans 2022 des hausses assez importantes suite à différentes causes, mais vous payez 60, 70, 80, 100 € du mégawattheure. Donc le 2 € par mégawattheure rémunère bien sûr le producteur, mais de manière assez négligeable par rapport à si vous le rémunérez en achetant directement l'électron chez lui. Là, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. Je passe à la suivante. Donc, alors déjà, c'est bien pour représenter donc, ces deux items. Et ensuite, donc là, c'est un schéma, hein, le schéma que je vous montre là, qui a l'air très compliqué. Il vient de l'ADEME, qui a publié une étude qui s'appelle « Les offres d'électricité verte », qui date de décembre 2018. Là aussi, ce qu'il faut comprendre sur les offres d'électricité verte, c'est qu'il y a une différence entre les flux physiques d'électricité, donc qui transitent via le réseau Enedis, et les flux contractuels, les flux l'acte d'achat. Donc, le flux physique d'électricité, en fait, on le voit ici sur cette partie-là. En gros, 95% des clients qui consomment de l'électricité en France sont raccordés sur un même réseau qui s'appelle le réseau Enedis, qui est un réseau public de distribution. Et toute la production, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit nucléaire, fossile ou renouvelable, elle est mélangée et ensuite elle va dans ce réseau. Et cette distribution physique n'est pas traçable, il ne le sera jamais. On ne peut pas tracer l'électron qui part d'une centrale nucléaire, qui arrive chez un client, ou qui part d'un producteur renouvelable et qui arrive chez un client. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on trace, qu'est-ce qu'on certifie? Ce sont des actes d'achat, donc des flux d'achat, des flux contractuels. Et donc là, ce schéma montre, du coup, l'ADEME différencie bien les offres vertes standards et les offres vertes premium. Donc, en gros, là, c'est ce que je vous expliquais, c'est que pour une premium, on a bien un acte d'achat vers les producteurs d'ENR, donc énergie renouvelable, et un acte d'achat de GEO. Alors que l'offre verte standard, j'achète la GEO ici. Par contre, je vais acheter l'électricité sur une offre verte standard à un mix entre un nucléaire, du fossile et un peu de renouvelable. Donc, je vais l'acheter sur quelque chose de diffus que je ne saurais pas prouver ou tracer. Donc là, voilà, l'offre verte premium, on voit bien qu'il y a ça. Et donc finalement, si je suis sur une offre verte standard, c'est quoi mon mix électrique? Mon mix électrique, du coup, va être plutôt, du coup, voilà, quelque chose comme ça, où je vais avoir du nucléaire, du fossile et du renouvelable. Alors que sur une offre verte premium, mon mix électrique va plutôt s'apparenter à celui-ci, où je vais avoir beaucoup, beaucoup de renouvelables, puisqu'on va acheter en direct. Je vais avoir bien sûr du nucléaire et du fossile. Pourquoi je ne suis pas complètement 100% vert? C'est parce que quand j'achète l'électricité, je l'achète bien au pas de temps du besoin, donc au pas de temps de la demi-heure. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables étant intermittentes, elles le resteront, mais le fait surtout qu'il n'y ait pas de batterie pour les stocker, que le système n'est pas encore mature, fait que de temps en temps, pour compenser, pour que vos besoins de consommation soient satisfaits en temps réel, si vous consommez alors qu'il n'y a pas de production renouvelable en face, je suis bien obligé d'acheter, tous les fournisseurs sont bien obligés d'aller acheter du nucléaire ou du fossile, ce qui est disponible pour subvenir à vos besoins. Donc, c'est l'équilibrage qui se passe entre le besoin et la production, la consommation et la production. Donc, quand on parle de 100% vert, c'est qu'on se base en fait sur la garantie d'origine et que du coup, effectivement, on a un mécanisme de compensation à la maille mensuelle
ou à la maille mensuelle. Si on raisonne sur un maille mensuel, on peut être 100% vert, mais sur la maille temps réel, personne ne l'est, puisqu'on n'a pas de système de stockage encore sur les énergies renouvelables. Excusez-moi, je ne suis pas certaine d'avoir compris la différence entre offre verte standard et offre classique, puisque du coup, vous dites que les offres vertes standard, on est sur la base 78% nucléaire, mais on a un certificat de garantie d'origine. Enfin, c'est ma compréhension, mais elle est peut-être mauvaise. Oui. Alors, du coup, merci pour votre question. Donc, l'offre verte standard, c'est quoi la différence avec l'offre classique? C'est que l'offre classique, on ne peut pas la qualifier de verte parce qu'elle n'a pas acheté de garantie d'origine. Et du coup, la seule chose qui fait une différence, c'est un document. Excusez-moi, vous pouvez répéter, je vous ai coupé. Donc, la seule chose qui fait la différence, finalement, c'est un document, mais la consommation est la même. Ouais, le mix est le même. La seule différence, c'est l'achat de garantie d'origine. Qui est déjà un premier pas, ça me paraît un peu bizarre de... Enfin, on va acheter un document de garantie d'origine, mais on ne change pas du tout le mix. Oui. Donc, en fait, si on n'est pas sur une offre verte premium, finalement, on n'est pas sur une offre verte. Après, ça dépend de ce que vous qualifiez, vous, de verte. Effectivement, l'engagement que vous donnez au mot vert, en fait, l'offre verte standard est un premier pas. Déjà, finalement, d'acheter ce document, alors je vous ai dit tout à l'heure l'ordre de grandeur, ça rémunère quand même un producteur, donc c'est un premier pas. Et effectivement, c'est hyper facile d'aller vers ça. Par contre, le mix, il ne change pas. J'ajouterais, tu me permets, Virginie, c'est effectivement votre raisonnement qui consiste à dire finalement la géoclassique n'est peut-être pas une offre verte, a tout son sens parce que ça le serait si ce levier-là permettait de continuer à développer les énergies renouvelables. Or, aujourd'hui, effectivement, ce qu'expliquait Virginie, c'est des garanties d'origine que vous obtenez au niveau France, en ce qui nous concerne, nous, lorsqu'on a des clients qui en veulent. Vous pouvez les avoir au niveau de la maille européenne. Et aujourd'hui, vous avez une telle offre de garantie d'origine que, effectivement, vous, en tant qu'acheteur, si vous vous concentrez uniquement sur les garanties d'origine standard, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un acte qui va permettre, effectivement, de continuer à faire un développement des ENR. Donc, effectivement, dire qu'on est vert. Et en plus, du fait qu'effectivement, vous ayez une décorrélation entre vos propres besoins à l'instant T et cette énergie verte que vous allez acheter en compensation papier, finalement, elle a atteint très rapidement sa limite parce que, encore une fois, l'offre est telle que voilà, vous êtes clairement sur effectivement une notion de communication, hein, où vous voulez effectivement vous promouvoir comme étant vert, mais malheureusement, dans les faits, concrètement, votre acte d'achat ne viendra pas booster le marché des énergies renouvelables. C'est clairement ça. Justement, j'avais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Je me disais, mais est-ce qu'il y a plus de demandes de certificats que d'offres? Alors, vous venez d'y répondre puisque vous disiez qu'il y avait une offre importante, au moins peut-être au niveau européen, par rapport à la demande. Mais comment est-ce qu'on fait se rencontrer en fait l'offre et la demande? Si la demande, par exemple, venait à exploser demain, il y a une demande, il y a un moment, est-ce qu'on pourra dire, ah ben non, il n'y a plus possibilité d'acheter des offres vertes? Aujourd'hui, en fait, alors du coup, ça dépend de ce qu'on appelle offre verte. Sur l'offre verte standard, c'est-à-dire sur le système de garantie d'origine, aujourd'hui, il n'y a pas assez de demandes. Donc, il y a beaucoup plus de garanties d'origine qui sont émises que de demandes. D'accord. Ça répond à la question. Alors après, il n'y a pas assez de demandes parce qu'en fait, le système est européen aussi. Bon, c'est encore plus diffus. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint une saturation de la demande. Mais effectivement, vous avez raison, si après tout le monde demande, qu'on achète, par exemple, tout le monde dit je veux que toute mon énergie soit achetée à des producteurs renouvelables, aujourd'hui, en France, les énergies renouvelables, c'est une vingtaine de pourcents. Donc, ce n'est pas possible que tout le monde demande, ça ne marchera jamais, en fait. Donc, il faut effectivement, c'est pour ça qu'il y a des plans pluriannuels de l'énergie qui disent qui prévoient en fait, d'augmenter cette part d'énergie renouvelable pour que dans une dizaine d'années, tout le monde puisse, il y ait de plus en plus de pénétration des énergies renouvelables et du coup, ça puisse répondre à tes besoins de certaines entreprises. Et d'où l'existence aussi des labels, le label Vervolt qu'on a présenté juste avant, c'est ça aussi son objectif, c'est qu'effectivement, c'est cette fois-ci orienter le consommateur responsable vers un label qui est encore plus parlant, avec effectivement plus de choses concrètes, et créer une vraie demande autour de ça, avec des clients qui veulent être directement acteurs auprès de producteurs
de manière concrète, avec un développement qui se passe sur leur territoire, ou pas, mais en tout cas, qu'effectivement, vous ayez une définition claire du producteur qui va me permettre d'obtenir mon énergie. Et là, effectivement, vous allez participer parce que vous allez créer un appel de marché et à ce moment-là, avoir un levier réel de développement. Et donc là, du coup, le label ADEME Vert Volt donc est sorti en octobre 2021. Donc là, vous voyez ce schéma. Donc l'ADEME a publié ça en décembre 2018. Et donc 3 ans plus tard, elle sort un label qui s'appelle Vert Volt. Donc, alors déjà, je précise que ce label est à destination des particuliers parce qu'en fait, il explicite des critères d'achat qui définissent des offres premium qui sont soit engagées, soit très engagées. Mais par contre, il y a aussi une incitation à la maîtrise de l'énergie qui se base sur des référentiels. Et actuellement, on ne peut pas utiliser ces référentiels pour le monde professionnel. Donc, typiquement, l'incitation qu'il peut y avoir, c'est de dire, pour des particuliers, par exemple, c'est de dire, bah, voilà, je sais que le profil moyen en France de consommation, c'est ça. Bon, bah, voilà, donc votre offre pourrait être labellisée. Donc, en fait, qu'est-ce qui est labellisé? C'est une offre d'un fournisseur. Donc, pour que le fournisseur ait son offre labellisée Vert Volt, il doit aussi proposer aux particuliers des conseils pour ne pas dépasser ces consommations avec comme référence les usages moyens des Français, avec un même foyer et une même surface en tant qu'habitation. Donc, il y a des référentiels qui se sont créés et le fournisseur se doit d'être force de conseil pour les usages énergétiques des particuliers. Ce qui aujourd'hui est très difficile de transposer dans le monde industriel, parce qu'un fournisseur pourrait être conseil là-dessus. Déjà, il faudrait avoir un panel d'industries qui soit du même secteur, d'activité. Ça va venir, mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas mature pour proposer ça. Par contre, ce qu'on peut retenir du label, ce que vous pouvez retenir en tant que professionnel du label Vert Volt, c'est quels sont les critères d'achat de ce label. Donc, ça sont tout à fait transposables aux critères d'achat d'une entité professionnelle. Donc là, j'en ai relevé 4. Donc, il y a déjà, l'ADEME dit déjà, il faut faire des achats directs. Donc, les achats directs, c'est ça. C'est-à-dire que j'achète mon électron producteur renouvelable. C'est ça qu'on appelle achat direct. Et donc, ça permet en fait d'assurer une cohérence entre le caractère vert et le flux d'électricité. Parce qu'effectivement, si j'achète juste la garantie d'origine, potentiellement, je n'ai pas acheté au producteur renouvelable. Je peux être, si je caricature extrêmement le trait, je peux être 100% nucléaire, mais avoir acheté 100% de garantie d'origine et dire que mon offre est verte. Donc là, finalement, ça permet de donner une cohérence entre, effectivement, l'équilibre entre une production énergie d'une part et une consommation d'une autre part. Après, l'ADEME dit, ce qui est bien, c'est d'acheter aussi aux producteurs renouvelables qui sont récents. Si j'achète à des producteurs renouvelables, donc imaginons des centrales hydrauliques qui existent depuis, en France, les plus anciennes, je pense, de 1930, je n'apporte pas énormément de plus-value à la transition énergétique. Donc l'ADEME dit qu'il faut privilégier de rémunérer les centrales qui sont mises en service à partir de 2015. Ce qu'elle qualifie de récent, c'est à partir de 2015. Le troisième critère d'achat de ce label, c'est de dire, donc l'ADEME demande aux fournisseurs d'informer les clients sur le taux de couverture réel au pas de temps demi-horaire. Donc en fait, d'être transparent avec le client et de montrer chaque demi-heure qu'est-ce que le fournisseur achète et d'où ça vient, de quelle technologie ça vient. S'il a acheté sur le marché, s'il a acheté en direct à un producteur, etc., etc. Et ça, il ne peut pas le prévoir à l'avance, puisque ça va dépendre de la consommation de vos besoins, en fait, et ça va dépendre aussi de quelle production est disponible en face à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez RTE avec le site Ecodomix, mais déjà ça en lumière de manière complètement globale, diffuse sur tout le périmètre français. Donc RTE, en fait, publie toutes les données de production en temps réel et on sait exactement à chaque demi-heure qui produit quoi, quelle tronche nucléaire est en service, quelle énergie solaire est en service, etc. etc. Voilà, c'est la transparence. Et puis ensuite, il y a un quatrième item qui s'appelle achat conjoint. Donc là, ça va un peu plus loin. L'ADEME dit, en fait, ce qui est le must, c'est que l'électricité qu'on achète aux producteurs renouvelables, on puisse aussi acheter son certificat, sa garantie d'origine.
Donc, là-dessus, effectivement, je ne sais pas si vous avez retenu sur le slide précédent, c'est qu'on peut acheter une garantie d'origine à un producteur X et je peux acheter l'électron à un producteur Y. Donc là, l'ADEME dit ça serait bien de concilier les deux et d'acheter l'électron à un producteur X et d'acheter la garantie d'origine au même producteur X. Alors, sauf que tout n'est pas si simple en France, je ne sais pas si c'est plus simple ailleurs, mais sauf qu'aujourd'hui, tout n'est pas possible en France, alors ça va évoluer, puisque pour les nouveaux producteurs, qui sont... Alors, en gros, il y a deux familles de producteurs renouvelables. La première famille, c'est le producteur renouvelable qui va monter son installation et qui va être sous subvention de l'État. Donc ça, en fait, il y en a énormément. Donc, en fait, l'État va subventionner des nouveaux actifs. Donc ça, en fait, quand l'État subventionne des nouveaux actifs, l'État, du coup, aujourd'hui, dit OK, comme je te subventionne, c'est moi qui récupère ta garantie d'origine et c'est moi qui vais toucher une rémunération dessus. Actif, temps pro et temps personnel, privé. Quand je dis actif, renouvelable, ça veut dire une ferme solaire ou une centrale éolienne. D'accord, OK. Donc aujourd'hui, si un producteur renouvelable veut construire, on va dire, une centrale solaire, il a deux possibilités. Soit il le fait en mécanisme de soutien avec l'État, donc l'État va le rémunérer, va l'aider. Il va y avoir un mécanisme de subvention, on va l'aider pour ça. Et dans ce cas-là, l'État dit, comme je t'ai aidé, tu me donnes ta garantie d'origine et c'est moi qui vais la vendre. Donc voilà. Ou soit le deuxième mécanisme, c'est le producteur, il dit, moi, je vais faire mon projet tout seul comme un grand et je vais trouver un client qui va, lui, du coup, me rémunérer mon installation sur sa durée de vie. Donc, en général, c'est 20 ans. Et ça, c'est ce qu'on appelle un PPA, un Power Purchase Agreement, un contrat de gré à gré entre un client et un producteur. Et là, dans ce cas-là, l'État n'intervient pas. Donc, le producteur reste propriétaire de sa garantie d'origine. Donc, ça, c'est les deux modèles qui existent aujourd'hui. Donc, du coup, l'ADEME sait que dans le premier cas de figure, quand le producteur a fait appel finalement à un appel d'offres de l'État pour construire sa ferme solaire, du coup, il n'a plus sa garantie d'origine. Donc, l'ADEME le sait, que du coup, aujourd'hui, c'est impossible dans ce cas-là, pour ce producteur-là. Si je viens acheter mon électron à ce producteur-là, je ne peux pas acheter forcément sa garantie d'origine, puisqu'en fait, l'État lui a prise. Et en fait, l'État décide ou pas de la vendre. Et en fait, comme aujourd'hui, je vous explique qu'il n'y a pas assez de demandes, parfois l'État en fait, ne la vend pas. Donc voilà, en tant que fournisseur, si j'achète l'électron à une centrale qui est sous subvention, je ne peux pas être sûr d'avoir sa garantie d'origine. Parce que c'est l'État qui décide de la vendre ou pas. Et de plus, l'État la vend par un mécanisme qui s'appelle une mise aux enchères. Et donc, c'est le plus offrant qui l'a. Donc, du coup, voilà. Donc, finalement, en fait, tout ça vient de... on peut dire, finalement, une garantie d'origine, c'est comme une commodité. Voilà, c'est quelque chose qu'on achète pour rendre ça vert. Et ce n'est pas finalement ça qui physiquement, qui concrètement fait qu'une offre est vraiment verte, comme vous l'avez employé tout à l'heure. C'est plutôt, est-ce que j'achète vraiment l'électron producteur ? Et donc, du coup, l'ADEME dit que si ce n'est pas possible d'acheter la garantie d'origine directement au producteur parce qu'il est sous subvention avec l'État, dans ce cas-là, elle accepte que le fournisseur, donc il va acheter l'électron de la ferme solaire qui est en subvention et il va aller acheter une garantie d'origine autre qui est d'une technologie solaire et qu'il va trouver sur le marché. Et ça, c'est accepté par l'ADEME. Alors, désolé, je suis peut-être allée un peu dans quelque chose d'assez complexe. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu vraiment décorréler les deux choses. Et comment on fait du coup pour acheter directement aux producteurs? Parce que généralement, les producteurs revendent à des fournisseurs d'électricité, non? Alors oui, c'est possible que si le producteur revend directement au fournisseur d'électricité, dans ce cas, le fournisseur il peut acheter la garantie d'origine et puis du coup la faire bénéficier à son client. Mais sinon, il existe, je reviendrai tout à l'heure sur les offres solaires, il existe des contrats où le client peut acheter directement au producteur. Mais bon, alors après, aujourd'hui, il n'y en a qu'une vingtaine qui existent en France de ce type de contrat. Et c'est surtout des grosses infrastructures qui sont d'ailleurs parfois semi-publiques, comme Aéroport de Paris, par exemple, et la SNCF,
Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu des groupes de cette taille et de cette envergure et de cette caractéristique. Et demain, je pense, alors à quel horizon de temps, que ça va s'ouvrir à beaucoup plus d'entreprises. Et après, on peut effectivement se poser la question de pourquoi je basculerais vers une fourniture d'électricité, quels bénéfices. Alors, je ne sais pas si c'est évident pour vous ou pas. Je les ai quand même résumés. Bon, voilà, effectivement, la RSE joue a de plus en plus de poids aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc, finalement, ça permet d'améliorer l'image auprès de ses partenaires et de ses clients. Ça peut être dans certains cas un avantage concurrentiel, si c'est quelque chose qui est demandé par vos clients. Et puis, la création de valeur. C'est aussi finalement être conforme avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, il y a d'avoir une énergie propre à un coût abordable, des villes et communautés durables, l'objectif 11. L'objectif 12, c'est la consommation et la production responsable. Et l'objectif 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Parce que même si en France, on est très décarboné, parce qu'il y a un mix avec un nucléaire fort présent, on a tout de même environ 10% d'énergie fossile encore. Et puis, l'énergie renouvelable permet d'effacer cette énergie fossile dans le mix. C'est ça qui permet en fait d'avoir aussi des mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Après, d'autres bénéfices qu'il peut y avoir, c'est si vous êtes intéressé par du circuit court et votre territoire, donc c'est d'avoir des partenariats avec des producteurs renouvelables, de privilégier des producteurs locaux, donc des producteurs qui sont proches de certains de vos sites. Donc, si ça vous importe d'avoir un rapport entre votre entreprise et votre collectivité, puisque en fait, les énergies renouvelables sont très décentralisées, contrairement aux centrales nucléaires. On en a une dizaine en France qui sont bien disposées à des endroits très précis. Si votre site n'est pas à côté, il n'y a pas de circuit court. Alors qu'en fait, avec des centrales éoliennes et des centrales solaires, des parcs éoliens et des centrales solaires, c'est beaucoup plus diffus sur le territoire. Et donc, il y a de fortes chances que vous en ayez une à côté de chez vous. Et donc, il y a des fournitures en circuit court possibles. Et côté environnemental, souscrire à une nappe d'énergie verte, c'est soutenir la politique énergétique française. Donc, c'est apporter effectivement plus de résilience dans le mix énergétique et pas que se baser sur le nucléaire. Donc, le gouvernement français, sur la politique pluriannuelle de l'énergie, prévoyait un mix nucléaire qui descend à 50%, alors qu'aujourd'hui, il est à 75%, pour aussi effectivement se rendre moins dépendant du nucléaire au cas où il arrive un problème d'approvisionnement, un accident nucléaire, et d'arriver plus s'orienter donc à se développer les énergies renouvelables. Et l'impact CO2, j'en ai déjà parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Combien vous évaluez dans les prochaines années la consommation d'électrique par rapport à la montée, par exemple, des véhicules électriques aujourd'hui, qui nécessitent d'augmenter très souvent la consommation, voire les abonnements des fournisseurs? Comment vous la voyez aujourd'hui? On parle beaucoup de 50% dans les 10-20 ans. On parle de problématiques de réseau pour alimenter cette électricité. Oui, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, ça va augmenter fortement. Aujourd'hui, je peux partager effectivement peut-être que c'est des informations que vous avez vues passer. C'est un rapport, justement, Virginie parlait de RTE tout à l'heure. Oui. C'est un rapport qu'ils ont fait à l'horizon 2050. Aujourd'hui, la consommation annuelle est à peu près de 470 TWh par an, tout confondu en électricité en France. Et je vais prendre le scénario médian parce qu'ils en ont fait à peu près 7-8, mais en moyenne, c'est à peu près 650. Donc, effectivement, vous voyez, c'est de l'ordre de 50% d'augmentation. Dans ces 50%, vous avez, alors plus précisément, on va parler en TWh, je parlais 470 à 650, donc elle est à peu près 200, j'arrondis. Vous en avez une centaine sur la mobilité électrique. Donc oui, ça va être pourvoyeur de besoins complémentaires. Et vous avez souligné un point, c'est absolument une nécessité aujourd'hui pour RTE et l'État, c'est effectivement redimensionner le réseau, parce qu'il va falloir tout un point de charge d'un côté et de production de l'autre. Effectivement, c'est un plan à quelques milliards, quelques dizaines de milliards, je crois d'ailleurs de 50 milliards à peu près en tête, d'ici à 2050 pour pouvoir justement tenir ce scénario.
C'était d'ailleurs l'intérêt de RTE de le mettre en place. Ce n'est pas juste se donner bonne conscience sur des calculs qu'ils font, mais c'est justement pour prévoir en face les investissements nécessaires. Donc, c'est tout à fait à l'air du temps et presque programmé désormais parce que c'est inéluctable. On sait qu'on aura ce besoin absolu et qu'il va falloir suivre au niveau du réseau parce que sinon, c'est un blackout assuré. Donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pris en considération par l'État et par les organismes en charge de tout ça. Je sais qu'il y a une problématique là-dessus, parce que déjà aujourd'hui, il y a des réseaux sur lesquels on ne peut pas mettre le véhicule électrique. Ça veut dire qu'il y a des réseaux sur lesquels, malheureusement, certains lieux où on met pratiquement 50% du parc en électrique, le réseau ne peut pas subvenir. En bout de ligne, notamment, vous pensez peut-être à l'ouest de la France? Oui. Exactement. On a déjà il y a certains coins dans l'est aussi. Et certains coins dans l'Est, oui, tout à fait. Et alors, c'est aussi en quelque sorte l'intérêt de la décentralisation de la production. Oui, c'est que c'est censé aussi apporter de la perte en ligne en moins, parce que ça, c'est aussi une réalité. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du mix énergétique. Vous avez 56 réacteurs. Alors, il n'y en a pas 56 qui fonctionnent aujourd'hui, mais néanmoins, qui à eux seuls produisent 70% des besoins en France. Tant mieux ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça veut dire que ce n'est pas du tout décentralisé et qu'effectivement, quand vous êtes en bout de réseau, ça peut poser un vrai problème. Donc, c'est aussi l'intérêt des renouvelables, c'est le fait que ça puisse être développé sur les territoires un peu partout. Ça va mieux rééquilibrer aussi, évidemment, la tension du réseau et arriver à ce problème que vous évoquiez qui risque d'être un petit peu résorbé par ce biais-là. Mais par contre, c'est clair que ça nécessite un investissement colossal avec des réseaux qui soient revus et surdimensionnés justement pour évoquer ce que vous êtes en train de dire là. Donc, c'est un énorme enjeu. Ce n'est pas juste un claquement de doigts de dire effectivement on va basculer tous nos véhicules de l'essence à l'électricité. Ce n'est pas juste l'acte d'achat du véhicule qui compte, mais c'est tout ce qui est infrastructure autour qui est absolument indispensable si on veut joindre les deux bouts. Après, du coup, au-delà, je finirai là-dessus sur la partie offre verte. Au-delà, en fait, de se dire, déjà, est-ce que je veux une offre standard, est-ce que je veux une offre premium? C'est aussi se poser d'autres questions au niveau plus qualitatif et plus RSE, je vais dire, qui est déjà mesurer, est-ce que mon fournisseur me donne des outils pour communiquer, pour mesurer, de savoir à quel pourcentage je suis en solaire, à quel pourcentage je suis en éolien, à quel pourcentage il me reste en fossile, etc. Après, au niveau territoire, intérêt local, est-ce que mon énergie est produite sur mon territoire, si ça vous importe? Est-ce que ça contribue à de nouveaux emplois? Est-ce que ça contribue à une additionnalité de la production renouvelable? Ou est-ce que le fournisseur, ce qu'il vous propose, c'est plutôt travailler avec des centrales hydrauliques qui sont amorties? Donc ça, c'est quelques questions que vous pouvez poser pour bien choisir. Et au niveau environnement, l'impact carbone, est-ce que le fournisseur est proactif en termes de réduction des gaz à effet de serre? Que ce soit sur votre fourniture, comment il vous accompagne, ou que ce soit en général, qu'est-ce qu'il fait en fait, quelles sont ses activités? Est-ce qu'il fait d'autres activités dans son groupe qui font que ça contribue aussi à la transition énergétique? Quelle est l'empreinte carbone liée à votre fourniture? Et comment finalement cette empreinte carbone pourrait être amenée à baisser au cours de votre contrat? Et puis pour aller plus loin, c'est comprendre votre sourcing énergie et voir comment vous pouvez agir dessus. Et est-ce que votre fournisseur peut aussi vous aider? Du coup, là, c'est une transition pour après. Est-ce que votre fournisseur peut vous aider à installer des actifs renouvelables sur vos sites? Donc là, en l'occurrence, on parle surtout de technologie solaire. C'est très rare d'avoir une éolienne sur son site. Donc, ça me fait une transition pour la phase d'après. Je ne sais pas si, du coup, vous aviez des questions sur cette partie. Alors, comme le temps avance, je vais ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Je vais passer à la deuxième partie, je vois que le temps avance. Donc, la deuxième partie, c'est vous présenter les projets photovoltaïques que vous pouvez mettre chez vous. Ça tombe très bien, puisque du coup, ma collègue nous a rejoints. Et donc, Fanchon, ma collègue, sera là en support si vous avez des questions. Et puis, les PPA, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un acronyme anglais, Power Purchase Agreement. Donc, un contrat de gré à gré avec un producteur. Donc, en gros, c'est une installation d'un producteur qui n'est pas chez vous, qui est sur un terrain que lui a trouvé. Et par contre, il vous vend l'électricité de cette installation. Donc, voilà le panel de projets
que vous pouvez avoir. Ça va des ombrières de parking, voilà un exemple. Ça va sur des panneaux solaires sur vos toitures. Bon, là, on voit plutôt des hangars ou des entrepôts, mais ça peut être voilà, sur des supermarchés ou autres. Et le troisième type de projet, ça va être des centrales au sol. Donc là, pareil, ça peut être sur votre foncier si vous avez beaucoup de foncier. Ou ça peut être du coup en dehors de votre site sur du foncier disponible ailleurs. Donc effectivement, je mettais où ces projets peuvent être installés, soit sur votre site, soit en dehors de votre site. Donc sur votre site, on va avoir deux solutions. On va avoir des solutions d'autoconsommation, je pense, sur lesquelles vous devez être familier, puisqu'on peut faire ça aussi en tant que particulier. Donc en gros, ça veut dire que ce qui est produit par vos panneaux solaires, vous l'autoconsommez. Et il y a, on va dire, si je vulgarise, rien qui est injecté sur le réseau. Alors, il y a toujours un petit bout qui est injecté sur le réseau, mais qui est complètement négligeable. Et en fait, on dimensionne l'installation pour faire en sorte que ce qui est produit soit consommé. Et l'autre possibilité, c'est ce que j'appelle l'autoconsommation digitale, alors là, qui est une des marques déposées par le groupe Soner, mais qui peut être aussi utilisée par d'autres. Finalement, c'est que vous avez une installation sur vous avez des panneaux solaires. Donc, imaginons là ces ombrières de parking. Mais en fait, vous faites le choix de tout revendre, de tout réinjecter sur le réseau. Et là, je vous montrerai du coup quel est l'intérêt. Et en fait, ça dépend de votre profil et chaque profil s'étudie. Et pour chaque profil, en fait, il y a des solutions qui sont plus intéressantes que d'autres. Ok. Est-ce qu'il y a possibilité du coup de auto-consommer ce dont on a besoin et si on produit en excédent, de le revendre sur le réseau? Alors ça, il y a possibilité, ça va être une offre hybride où on va faire un bout d'autoconsommation et un bout d'injection sur le réseau. Donc effectivement, il y a la possibilité de joindre les deux là, de faire un projet hybride. Super, merci. Ça, c'est un vrai sujet aussi. On y reviendra, pardon, je vous coupe. Parce qu'on parlait tout à l'heure de problématiques du réseau. Effectivement, vous avez de plus en plus de petites et moyennes installations où vous avez ce type de production, de l'autoconsommation. Et effectivement, lorsque le besoin ne se ressent pas, ce surplus est revendu sur le réseau. Or, il faut le gérer. Et forcément, ce n'est pas forcément un moment où on a peut-être besoin de production. Si c'est en plein mois d'août où les entreprises et usines sont fermées et les gens en vacances, c'est peut-être là où votre panneau solaire que vous avez sur votre toit va surproduire. Et c'est peut-être là où vous allez devoir réinjecter sur le réseau alors que finalement, les besoins ne s'en ressentent pas. Et ça, c'est un réel problème aussi pour les gestionnaires de réseau qui doivent traiter ce point-là. Donc, ça va continuer à se multiplier. Tant mieux, mais il y a quand même cette gestion aussi des surplus qu'il faut absolument considérer. Donc, ce n'est pas si simple que ça. On le voit déjà sur l'éolien aujourd'hui. Et j'avais vu à un moment qu'il y avait des gens qui utilisent en fait les anciennes batteries justement de véhicules électriques pour en faire de la réserve en fait d'énergie renouvelable. Est-ce que ça, c'est aussi des choses qui peuvent s'envisager sur un site ou pas encore du tout? C'est pas mature encore aujourd'hui, c'est effectivement, ouais, c'est le cas, vous avez raison, c'est une entreprise française, la Innovante, qui a lancé cette belle idée de créer des macro-batteries à partir d'une accumulation, pardon, de tout un tas de batteries anciennes de véhicules. Donc effectivement, ça peut faire partie des solutions de demain. C'est pour parler, le stockage est une vraie question dans l'électricité. Parce que le renouvelable, on en parlait tout à l'heure, c'est intermittent. Il y a des moments où effectivement, vous allez entre guillemets surproduire et ça serait dommage de ne pas capitaliser dessus. Aujourd'hui, les solutions de stockage qu'on a, c'est à peu près 24 heures. En fait, la problématique est là, c'est une problématique de volume et une problématique dans le temps. Donc, les vraies solutions de demain, que ce soit celles que vous évoquiez, vous entendez certainement aussi parler de l'hydrogène, c'est de pouvoir stocker l'électricité en masse et dans le temps. Et de cette manière-là, effectivement, pouvoir redistribuer l'énergie renouvelable de la meilleure des façons. On a aussi des systèmes qu'on appelle les STEP, c'est-à-dire que vous allez, grâce à l'électricité l'électricité renouvelable, faire fonctionner des petites pompes, vous faites monter effectivement de l'eau dans des réservoirs en hauteur, et lorsque vous avez besoin, vous la faites retomber avec une turbine qui est en dessous, et vous avez
une puissance instantanée qui est créée s'il y a un besoin qui s'en fait ressentir. Voilà, c'est tout un tas de petites solutions encore qui sont à mettre en place, qui sont loin d'être matures aujourd'hui et qui doivent demain apporter une part de la solution effectivement pour gérer cette électricité. Donc, du coup, entre l'autoconsommation classique et si vous injectez au réseau, ça, si on un petit schéma pareil, assez caricatural hein, pour bien finalement arriver à faire passer les différences, c'est qu'une autoconsommation, en fait, sur votre profil, là, c'est un exemple de profil de consommation, donc le vert foncé, et puis la production de la centrale va faire ça. En fait, on va la dimensionner en prenant votre talon, votre mini de consommation. Parce que l'autoconsommation, si le projet est autoconsommation pure, il ne faut pas qu'il y ait d'excédent, ou très peu, on va les négliger. Donc, du coup, on va dimensionner une production comme ça, ce qui veut dire qu'il va y avoir peut-être cette surface-là sur toute votre toiture. Enfin, cette surface-là de panneau sur toute votre toiture. Donc, avec ces chiffres-là. Maintenant, si on dit qu'on n'est pas contraint par ça et qu'on peut tout injecter au réseau, en fait, on va exploiter toute la toiture. Donc, on va tout mettre. Bon, par contre, il y aura des fois où ça produira et que vous ne la consommeriez pas, que vous n'allez pas la consommer. Donc ça, pour le coup, ça va être valorisé sur le réseau. Voilà les deux types, quand je dis donc pas d'injection réseau et injection réseau. Avec bien sûr, du coup, une solution hybride où on peut avoir un petit bout qu'on autoconsomme et puis l'autre bout qu'on injecte sur le réseau. Sachant qu'après, sur cette solution-là, il peut y avoir aussi, au niveau de l'investissement, c'est soit s'il y a un tiers investisseur et vous n'êtes pas propriétaire de cette production. Donc, finalement, la revalorisation réseau va donc, du coup, les ventes, en fait, les bénéfices vont être pour le producteur. Par contre, vous, ça va être quoi votre bénéfice? Ça va être que vous cédez du coup des mètres carrés de la surface au producteur, et donc le producteur va vous payer pour ça. Okay. Est-ce que c'est possible de faire ces solutions avec des panneaux solaires hybrides, ceux qui réutilisent aussi la chaleur dégagée par les panneaux pour chauffer justement un système d'eau chaude? Franchement, si tu peux m'aider sur cette question. Moi, je peux apporter un complément d'information. C'est vraiment complémentaire et à côté. Que vous avez une solution de PV photovoltaïque classique pour faire l'électricité. Et ce que vous évoquez là, c'est les chauffe-eau solaires individuels, en fait, où là, vous êtes sur une autre technologie, où effectivement, vous avez un réseau d'eau qui est accouplé à une réserve d'eau, un chauffe-eau, tout simplement, pour soit l'utiliser sur de l'eau chaude sanitaire, soit l'utiliser en mode chauffage, si effectivement, vous avez une surface assez importante en termes de stockage. Mais c'est complémentaire ou plutôt c'est complètement dissociable. Ce n'est pas deux installations qui sont reliées les unes aux autres. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En fait, moi, j'avais vu des panneaux en fait, qui font les deux. Un même panneau qui produit de l'énergie solaire et comme le panneau dégage de la chaleur en fait, derrière, l'idée, c'est qu'il y ait un système effectivement avec un fluide caloporteur qui passe derrière le panneau solaire pour récupérer du coup cette chaleur produite afin effectivement de chauffer un système d'eau chaude sur site. Et du coup, je me demandais si on pouvait utiliser ces panneaux-là pour aussi faire de l'autoconsommation ou de l'autoconsommation digitale ou si vraiment aujourd'hui on était vraiment que sur du panneau solaire pur. Moi, de mon côté, je ne connais pas bien cette technologie. Donc, vous m'apprenez ça. Comme ça, l'a priori que j'aurais, c'est des questions de rendement. Quels sont les rendements de ce genre de panneaux? Effectivement, vous mixez les deux. Je suis un peu dubitatif sur le sujet. En fait, Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok. Oui. Je vous laisse continuer, Bruno. J'évoquais qu'il y a des problèmes de poids, parce que très souvent, les cassettes sont souvent assez épaisses. Et après, il y a des problèmes de lieu où on peut les installer. Elles sont fortement utilisées dans le sud, où là, il n'y a pas de problème climatique réel. Mais par contre, dès lors qu'il y a des problèmes de gel et autres, il y a d'autres soucis qui viennent avec des embouages et autres des circuits. J'avais déjà étudié le sujet.
Ouais, c'est exactement ce que dit Bruno. Quand on va partir sur des mix de solutions, il va falloir regarder plein d'autres soucis que simplement Voilà. la production. Mais c'est ça, le poids que votre bâtiment peut supporter, parce que déjà, souvent, le PV, on a besoin d'un renfort de structure. Mm. Mais alors, quand on met de la centrale chauffe-eau, avec les circuits d'eau, c'est encore plus lourd. Donc, il faut un toit qui peut résister encore plus. Et quand on couple les deux, ben là, il faut un toit très, très costaud. Euh, Et effectivement, ça va dépendre aussi de l'implantation géographique de vos installations, parce que du coup, avec des fluides, avec de l'eau, avec un chauffe-eau, il faut effectivement régler les problèmes de gel et du coup, soit isoler le système, soit être dans un endroit qui est très très peu exposé au gel. Ok, merci. Et donc, du coup, les différences entre les trois solutions, entre l'autoconsommation digitale, alors je l'appelle comme ça, mais on l'appelle surtout comme ça dans notre groupe, mais vous pouvez retenir injection réseau et un pipier. Donc, déjà, centrale sur site, dans les deux premiers cas, oui, dans le dernier cas, non. Dimension de la centrale optimisée. Donc, ce que j'appelle optimisée, c'est par rapport à vos besoins. Donc, si on est sur l'autoconsommation, elle n'est pas forcément optimisée par rapport à la surface que vous avez disponible. Alors après, tout dépend. Peut-être que vous avez une petite surface qui correspond exactement à vos besoins d'autoconsommation. Mais en général, du coup, si vous avez une grande surface et que vous faites que de l'autoconsommation, ce ne sera pas optimisé. Pour l'injection réseau totale, oui. Et pour le PPI off-site, oui. Ensuite, exonération, donc ça, c'est des taxes. Donc, en cas d'autoconsommation, oui, si l'autoconsommation, le dimensionnement est inférieur à 1 MW crête, donc c'est dans certains cas de figure. Pour ces deux solutions-là, il n'y a pas d'exonération de taxes. Donc, cette taxe-là, c'est la taxe à 22,50 € qui passe à, je ne sais pas si certains ont suivi, qui passe à 50 centimes cette année suite à une mesure exceptionnelle du gouvernement. Simplicité contractuelle, donc c'est là, au niveau de injection réseau, c'est plus simple que l'autoconsommation pure ou que le pipier. Ensuite, la traçabilité en temps réel. Alors ça, c'est un service que propose Voltaire, on vous montrera après. Donc ça, c'est possible sur ces deux solutions-là. Donc c'est finalement d'arriver à vous montrer, à ce que vous puissiez visualiser ce que produit la centrale solaire par rapport à vos besoins. Et le voir finalement d'arriver à afficher un écran et savoir effectivement, ok, ça produit, moi je suis en train de la consommer, et ensuite vous faire des indicateurs par rapport à ça. Et quels sont les gains? Donc les gains, ils sont vraiment différents. Sur la partie autoconsommation, vous allez économiser sur la partie autoconsommée. Donc vous allez économiser le prix de l'électricité et le prix de transport. Par contre, du coup, il va y avoir le coût de l'investissement. Sur la partie injection réseau pure, donc là, je me suis mis en mode où vous faites appel à un tiers investisseur et ce n'est pas vous le producteur. Dans ce cas-là, c'est un loyer qui va vous être versé sur le foncier de votre projet. Donc, vous allez toucher finalement une rente annuelle sur 15-20 ans. Et puis, le PPA off-site, là, par contre, c'est un contrat avec un producteur où vous négociez sur un prix fixe sur votre prix d'électricité, mais sur une durée qui peut être plus ou moins longue, entre 5 et 15 ans. Et donc là, vous allez, je dis n'importe quoi, avoir un prix fixe à 60 € du mégawattheure, par exemple. Donc là, c'est économique si le prix du marché reste au-dessus de 60 € du mégawattheure. Mais encore, faut-il pouvoir s'engager sur des durées longues. Voilà un peu les différences, sachant qu'effectivement, si j'appuie sur ce point-là, aujourd'hui, avec les problématiques du décret tertiaire, seule cette solution-là, autoconsommation, permet de faire diminuer vos consommations d'électricité, puisque par la définition du décret tertiaire dit que ce sont les consommations qui sont sous-tirées du réseau qui comptent. Donc, quand vous autoconsommez, vous sous-tirez moins sur le réseau. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le décret tertiaire? Moi, je veux bien plus d'informations, s'il vous plaît. Ok. Pour faire très simple, le décret tertiaire, c'est tous les bâtiments tertiaires, donc les bureaux, les commerces, les écoles, sont de plus de 1000 m², doivent réduire leur consommation d'énergie de 40% d'ici 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050.
Voilà. Et donc, pour y arriver, il faut qu'ils mettent en place des solutions d'économie d'énergie. Et une fois que tout a été mis en place, du coup, il est possible aussi, effectivement, de réduire encore sa consommation d'énergie avec l'installation de panneaux solaires. Ok, d'accord. Très bien, merci. Et bien prendre en compte que la partie énergie est importante, mais aussi la partie isolation pour éviter que voilà, que le bâtiment ne soit pas une passoire énergétique. Tout à fait. Et ensuite, ouais, je viens de voir une question qu'effectivement, concernant la réinjection dans le réseau, jusqu'à peu, cette solution n'était pas possible partout. Alors, je pense que vous devez parler de solutions où vous avez déjà une partie où vous autoconsommez et que vous réinjectez une partie dans le réseau. Parce qu'en fait, il existe, du coup, sur un projet hybride, effectivement, je pense que la réinjection n'est pas possible partout. Par contre, sur un projet qu'on prend dès le départ, on réinjecte tout sur le réseau. Alors là, effectivement, est-ce que c'est possible partout? Oui, ça dépend, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend du réseau RTE, est-ce qu'il est saturé ou pas? Je ne sais pas si, franchement, tu as des éléments complémentaires. C'est vrai que si, effectivement, il y a plusieurs choses, parce que dans l'autoconsommation, si on part sur de l'autoconsommation que je vais appeler classique, c'est-à-dire qu'on autoconsomme, déjà, on peut soit être 100% en autoconsommation, ce qui va être aussi, là on ne sait pas dans le détail, mais pour être exonéré de certaines taxes, par exemple comme l'IFER, vous devez être en autoconsommation à 100%. Si vous avez une partie de réinjection dans le réseau, il y a une partie des taxes que vous allez payer quand même. Enfin, c'est à nuancer, mais c'est des choses. Et pour le dimensionnement du réseau, ça va effectivement dépendre de la taille de l'installation. Est-ce que vous allez devoir vous raccorder sur le réseau en basse tension ou sur le réseau en haute tension? Est-ce que vous allez devoir rajouter un transformateur? Est-ce que vous êtes dans une zone où vous pouvez vous greffer au transformateur de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous devez installer le vôtre? Malheureusement, je n'ai pas de réponse simple à ça. Ça va être au cas par cas où vous êtes et la capacité du réseau de là où vous êtes installé. Après, de manière générale, si vous êtes dans une zone industrielle, une zone artisanale, ça devrait pouvoir être raccordé. Si vous êtes vraiment en pleine campagne, là, potentiellement, il peut y avoir des frais importants de raccordement parce qu'il va falloir tirer des lignes sur une longue distance. Mais si vous êtes sur une zone largement urbanisée, ça ne devrait pas être un souci. Et du coup, là, je finis donc, cette partie avec les pipiers. Donc, les pipiers, donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, via ce contrat, le client paye les coûts de développement au producteur et c'est entre 5 et 20 ans. Et donc, on distingue deux familles sur les pipiers. On distingue brownfield. Donc, on peut retenir le premier mot, brown, brun. Donc, brun, ça veut dire c'est déjà amorti. Donc, le contrat est d'environ 5 ans. Donc là, on parle surtout de parcs éoliens, puisque les premiers parcs éoliens qui sont amortis, qui sont sortis de leur période d'amortissement, ça a eu lieu en 2016. Et les premiers parcs solaires qui sortiront d'amortissement, ça arrivera en 2025. Donc aujourd'hui, il existe des pipiers avec des parcs éoliens qui sont sortis d'amortissement. Par exemple, l'entreprise Métro a fait ça. Et donc, on peut faire ça sur des durées assez courtes, puisque finalement, le producteur a déjà amorti son installation. Il suffit de se mettre d'accord avec lui sur un prix et la durée, et de se mettre d'accord sur la durée. Donc, la durée moyenne, c'est environ 5 ans. Ensuite, il y a le greenfield, donc pareil, retenir green, donc green vert, nouveau. Donc, ça, c'est des nouveaux projets qui sortent de terre. Donc, le contrat, c'est d'environ 15 ans. Et là, pour le coup, la temps de mise en service, donc c'est entre 3 et 5 ans pour un actif solaire et c'est au-delà de 5 ans pour un parc éolien. Donc là, on peut faire du solaire ou de l'éolien sur du greenfield. Et généralement, ce qui se fait, ce qu'on constate le plus sur le marché, c'est avec une centrale solaire. Donc là, vous voyez, la contrainte, c'est de s'engager sur une durée longue, que les banques soient d'accord avec votre profil d'investissement, etc., etc. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'en préambule de la réunion, c'est qu'aujourd'hui, ces pipiers, il y en a une vingtaine qui existent en France, et c'est surtout avec des grosses structures. Et donc certainement que demain, dans les années à venir, ça va se démocratiser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité, alors qu'on a connu en 2022, en 2021, et les prix 2022 ont énormément augmenté. Les tendances, c'est que ça va se maintenir à la hausse. Ça ne va peut-être pas être aussi haut, mais en tout cas, ça ne va pas redescendre vraisemblablement des niveaux qu'on avait connus dans les années précédentes.
Donc, ces mécanismes vont certainement se démocratiser. Et aujourd'hui, il y a encore pas mal de choses à lever sur ces contrats-là qui restent complexes. Et donc, il y a encore des échanges avec le gouvernement, avec Bercy, pour s'accorder sur certains points contractuels. Et à savoir, je finirai par ça, c'est que toutes ces solutions-là que je vous ai montrées, autoconsommation, injection totale sur réseau ou pipier, ça ne représentera jamais 100% de vos besoins. En général, c'est entre 10 et 25% de vos besoins. Donc là, le projet pourra subvenir à ça. Et donc, il faudra quand même se poser la question sur qu'est-ce que vous faites sur le reste de votre fourniture, sur le reste de vos besoins. Est-ce que finalement, vous restez sur une fourniture classique parce que vous avez déjà rendu vert cette partie-là, ou est-ce que finalement, sur le reste, vous voulez quand même aussi être vert? Voilà, toutes les questions restent ouvertes et tout dépendra de vos besoins. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Et je pense que tu peux enchaîner, Virginie. Du coup, je vais enchaîner. Donc, je vais du coup laisser la parole à Eric qui va présenter Voltaire. Mais du coup, en préambule, il y a une petite vidéo là qui permet aussi de changer de canal et de peut-être réveiller l'assistance, qui est une vidéo qu'on a fait avec Carglass qui dure 1 minute seulement et qui finalement vous permet de comprendre pourquoi Carglass nous a choisis, qu'est-ce qu'on lui apporte, et puis aussi d'avoir une mise en bouche de Voltaire. J'espère que ça va marcher. Hein. On va voir. Okay. Pub. Ouais, oui, je crois qu'on fait pub. Alors, on va voir la petite pub sur Abritel ou je ne sais pas ce qu'on va voir. Alors, on va voir. Je vais vous montrer comment gagner de l'argent en 5 minutes. D'accord. Voilà. Comment gagner de l'argent en 5 minutes. On n'a pas le son. Si? Parce qu'il est très attaché à l'impact de ses choix qui se fournir aux rédacteurs locaux, il est fier de dire qu'il travaille au sein d'une entreprise qui partage ses principes. Lucas est technicien au sein de l'agence Carglass de sa ville et il peut vous assurer que son entreprise consomme une électricité locale. Comment est-ce possible? Grâce à Voltaire. Nous voici devant la centrale photovoltaïque de Cambrai, hébergée sur une ancienne base militaire. Elle est partenaire de Voltaire, fournisseur d'électricité qui fédère les producteurs d'énergie renouvelable et les consommateurs engagés pour la transition énergétique de leur territoire. Ainsi, lorsque Lucas de Carglass remplace votre pare-brise, il le fait grâce à la centrale photovoltaïque du producteur Sun Air Power à Cambrai ou grâce au parc éolien du producteur Boralex situé à quelques kilomètres d'ici. Vous vous demandez sûrement comment s'assurer de cette proximité. Voltaire a pensé à tout. Grâce à son outil de traçabilité REDS, l'entreprise a une visibilité sur son approvisionnement électrique heure par heure, en fonction des ressources renouvelables disponibles. Cela vous semble compliqué? Au contraire, Voltaire permet une transition énergétique progressive grâce à un choix simple et sans risque. Changer de fournisseur. À Cambrai comme ailleurs, nous passons à l'action pour la transition. Et vous, comment agissez-vous en faveur d'une énergie plus durable? Dans un monde qui n'est pas encore 100% vert, Voltaire est déjà 100% transparent. Voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez tous bien entendu. Alors, si vous n'avez pas entendu le prénom de la personne, c'est Lucas, qui travaille chez Carglass. Pas sûr que tout le monde l'a entendu. Quelle heure? Merci Maria. On m'entend bien? Ouais. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci d'être présents ce matin. Faut couper. J'ai eu un problème là. Je croyais qu'il y en avait un heure turcalaire chez nous, mais ok, je vais remettre. Oui, vous m'entendez toujours? Je ne sais pas si je vous ai perdu. Ouais, c'est bon. T'es passé à la vidéo suivante, mais qui oui, oui, je viens de fermer YouTube, désolé. Je me suis dit, ça y est, on est en train de faire une autre présentation. Moi aussi, il y a un autre groupe qui vient se jumeler à nous. On enchaîne. C'est ça. Bon.
Allez, je vous laisse enchaîner sur Voltaire, du coup, hein, une présentation succincte. Oui, en quelques mots, ce qui est important, c'est que vous sachiez qui on est. On va pas rester trop longtemps sur le sujet, mais voilà, ce qui est important de retenir, c'est que Voltaire, en fait, est un fournisseur d'électricité, mais avant ça, surtout une filiale en fait, d'un producteur, d'où effectivement aussi l'ensemble des éléments d'expertise qu'on a pu vous apporter. En fait, la raison d'être de Voltaire, c'est avant tout de valoriser l'électricité verte qui est produite. Donc, notre groupe, notre maison mère, qui s'appelle Sener, historiquement, depuis 2007, développe et produit des solutions photovoltaïques, surtout au sol, quelques ombrières aussi, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur les slides. On a en quelques chiffres 100 MW en production actuellement et on a en cours de développement à peu près 230 MW aussi à venir. Ça, c'est suivi par notre filiale Sener Power que vous voyez au milieu. On a aussi, on apporte beaucoup d'importance aussi au monde agricole et d'ailleurs, on fait extrêmement important lorsqu'on se présente sur un projet. Fanchon est bien placé pour le savoir mieux que moi. C'est surtout là où on ne va pas aller chercher des terres agricoles. On est systématiquement sur ce qu'on appelle des terres dégradées. Donc, c'est des fiches industrielles, c'est des carrières, etc. C'est-à-dire qu'on vient capitaliser sur des terres qui ne servent à rien d'autre et surtout pas pouvoir produire de l'alimentaire. On veut certainement pas cannibaliser ce genre de terrain-là. On a aussi pour cela une filiale qui s'appelle Senagri. Je ne m'épanche pas trop sur le sujet, mais c'est des panneaux solaires qu'on positionne à 5 mètres de hauteur et qui ont la particularité avant tout de protéger et d'aider au développement des plantes. Exemple, vignes. Vous prenez tout le pourtour méditerranéen avec des vignes qui aujourd'hui qui sont absolument contraintes au climat évidemment qu'on connaît, que ce soit la canicule, que ce soit la grêle, que ce soit le gel. Et il faut les protéger, ces plantes-là. Et donc, on positionne un peu comme des persiennes au-dessus de ces champs de vignes. On positionne ces panneaux qui, encore une fois, vont avoir la particularité de se fermer ou de s'ouvrir selon les besoins de la plante. Donc, d'ombrager la plante quand vous êtes en pleine canicule et que ça va venir griller la plante, ou au contraire, laisser passer le soleil quand c'est nécessaire. Donc, c'est principalement là, d'abord et avant tout, pour protéger et aider au développement de la plante et accessoirement produire de l'électricité. Donc, on vient réaliser avec cette solution un peu une pierre de coups, à la fois développer le monde agricole et en même temps, effectivement, produire de l'électricité de manière accessoire quand c'est possible. Ce qui nous est extrêmement cher, nous, c'est vouloir absolument valoriser justement cette énergie renouvelable qui est réalisée sur les territoires. Vous l'entendez comme nous, il y a énormément de difficultés aussi à faire accepter quelques projets, que ce soit éolien ou solaire, mais surtout éolien d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on existe aussi, c'est qu'on veut démontrer au client final, qu'il soit particulier ou professionnel, la manière dont lui pourrait mettre en évidence cette énergie renouvelable. Alors nous, principalement, d'ailleurs c'est important qu'on vous le dise, on est uniquement sur le marché du professionnel, que ce soit l'entreprise telle que la vôtre ou que ce soit des collectivités territoriales, puisqu'on a par exemple Lyon, Paris ou encore Rouen comme commune, comme client. Évidemment, on va revendre et redistribuer et fournir l'électricité de notre filiale sœur, Sener Power, dont fait partie Fanchon, mais pas que. On a aussi, c'est ce que vous voyez en bas à gauche sur la slide, on a à peu près 8 partenaires. Ce sont tous des petits indépendants, pas forcément des noms reconnus que vous connaissez peut-être, mais voilà, Valorem, Boralec, tous ces gens-là sont à peu près de la taille similaire à Sener Power. L'objectif, c'est de les aider justement à faire accepter les projets de manière locale sur les territoires. Et j'ai envie de dire, qui mieux que vous peuvent le faire? C'est vrai, quand vous êtes un employeur, si on prend l'exemple de Carglass, ça reste évidemment une petite agence sur Cambrai, mais de rendre concrète l'utilisation d'une électricité qui est produite à proximité, il n'y a rien de mieux. C'est vrai que quand vous voyez un panneau solaire ou quand vous voyez une éolienne, finalement, ça peut paraître très flou, très peu tangible, alors que quand effectivement vous précisez que cette électricité finalement va bien être réinjectée sur les entreprises du territoire, bon, voilà, ça donne un petit peu aussi de vitalité, ça démontre la vitalité que peut aussi apporter une production au niveau du territoire. Les achats responsables que vous retrouvez au milieu, je vais pas m'apesantir de nouveau, mais ce qui est extrêmement important à retenir par rapport à tout ce qu'a pu évoquer Virginie, c'est le fameux temps réel. On en a parlé en long, en large, en travers.
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous êtes tous au fait un petit peu de cette hausse d'électricité qu'on a connue fin d'année et qui continue encore aujourd'hui, avec des pics de consommation qu'on rencontre aujourd'hui et des prix extrêmement élevés. Il faut bien avoir en tête qu'effectivement, l'électricité renouvelable n'est pas encore la solution idéale qui permet de couvrir tous les besoins à tout moment. Donc, c'est aussi notre devoir, nous, en tant qu'entreprise qui voulons justement valoriser les énergies renouvelables, de démontrer la transparence par rapport à tout ça et dire voilà, ça progresse, il faut absolument pouvoir continuer à développer les ENR, mais aujourd'hui, effectivement, elles sont insuffisantes et elles ne suffisent pas à remplir l'ensemble des besoins, surtout lorsqu'il y a des pics de consommation. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on utilise toujours des centrales à gaz, raison pour laquelle on a atteint des sommets en termes de prix. Donc, on n'est pas à ce niveau d'autonomie qu'on aimerait obtenir au niveau du marché France, surtout vis-à-vis des ENR. Quelques mots à retenir peut-être en tête, c'est important que vous ayez ça en tête, vous, au niveau effectivement de la SPRSE. Virginie a énormément insisté sur le plan pluriannuel de l'énergie. Il faut savoir que c'est des plans sur 4-5 ans. Celui qui est actuel va jusqu'en 2028. Et si vous reprenez les ambitions de ce plan-là, entre ce qui est en place aujourd'hui, que ce soit pour l'éolien ou l'éolien ou le photovoltaïque, pardon, ça doit être multiplié par 3 d'ici à 2028. Or, si vous reprenez un petit peu aussi les chiffres que vous annoncez tout à l'heure, Virginie, un projet, c'est entre 4 et 5 ans. Donc, ça veut dire que si on voulait tenir nos ambitions de ce plan, il faudrait tout de suite tout démarrer pour que, effectivement, dans les 5 ans, donc en 2028 à peu près, on ait les ambitions aux attendus. C'est extrêmement compliqué, ça sera infaisable. Donc, c'est juste pour vous donner effectivement le gap qu'il peut y avoir entre une ambition qui est réelle et tant mieux, mais une réalité qui est tout autre. Parce qu'encore une fois, on a aussi cette acceptabilité des projets au niveau des territoires qui est extrêmement compliqué. Donc, l'État est en train d'y réfléchir. Vous avez peut-être aussi vu passer des articles ou entendu des interviews de la ministre Pompili, mais en train de réfléchir aussi de la manière dont il faut peut-être apporter plus de fluidité, notamment sur l'acceptabilité et l'administration des dossiers qui doivent sortir de terre. En quelques mots là-dessus, ça c'est un résumé de notre activité. Reste sur cette slide, Virginie. Sachez que la solution Voltaire, c'est une solution simple entre la fourniture d'électricité verte, ça je crois que vous l'avez compris, en temps réel, ce que vous voyez au milieu, et ce qu'on appelle l'offre de fourniture d'électricité classique. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir en tête que si c'est vert, c'est compliqué ou beaucoup plus cher. Non, pas du tout. Nous, tous les producteurs que vous avez juste avant, avec lesquels on s'adosse, on est justement sur des systèmes de compensation par l'État, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Virginie, et donc c'est une électricité qui est mise sur le marché. Donc on est tout simplement à ce qu'on appelle prix de marché, et on s'adapte parfaitement, puisqu'on est dans le monde du B2B, hein, on s'adapte parfaitement à vos besoins. Vous pouvez avoir des besoins sur des prix fixes, sur des prix avec des formules, ce qu'on appelle les formules à clic, c'est-à-dire que vous allez prendre des positions plusieurs fois dans l'année, par anticipation, 1 ou 2 années auparavant, par rapport à votre besoin. Nous, on s'adapte par rapport à ça, et évidemment, on est en capacité de pouvoir répondre à vos besoins par rapport à ça, et c'est important que vous le sachiez. Et là, je fais la pub, non pas que de Voltaire, mais je dirais même des fournisseurs alternatifs verts, c'est qu'on est en capacité, évidemment, à la fois de prôner du vert, tout en étant sur des prix respectables au niveau du marché, sans que vous ayez à débourser 10, 15, 20% de plus, loin de là. Ce n'est pas le cas. Ce que vous voyez là, bon, on l'a déjà vu juste avant, hein, c'est notre travail au quotidien, c'est-à-dire qu'on continue à vouloir mailler du mieux qu'on puisse cette carte avec nos centrales de production avec lesquelles nous sommes en partenariat, issus des quelques entreprises que vous avez juste avant sur le slide d'avant. Voilà, donc c'est principalement du photovoltaïque, parce que historiquement, évidemment, c'est aussi notre activité, mais on vient compléter aussi le besoin du client avec une fourniture d'éolien, de plus en plus aussi d'ailleurs, mais là aussi avec encore une fois une acceptabilité qui est loin d'être simple. Les cartes doivent être rebattues aussi sur le sujet pour que l'éolien trouve toute sa place, mais toute sa place, je dirais, de manière géographique, parce que c'est un vrai débat aujourd'hui. Comme vous le savez certainement, il y a eu énormément
de projets développés dans le nord et dans l'est de la France, qui a soulevé évidemment un levier de bouclier qu'on peut comprendre de la part des riverains. Donc ça aussi, c'est à redistribuer peut-être de manière un peu plus intelligente un peu partout en France, si on veut arriver encore une fois aux ambitions que j'évoquais tout à l'heure en termes de capacité de NR. Et du coup, moi, je rajouterais juste qu'en fait, avec Voltaire, vous pouvez choisir, du coup, ça montre la carte, avec quel producteur vous souhaitez travailler, avec quelle technologie. Et aussi, finalement, on a aussi cartographié nos producteurs par rapport à leurs engagements RSE, et vous pouvez aussi choisir par rapport à des engagements RSE qui vous parlent plus que d'autres. Et donc, c'est vraiment à la carte et à votre main, genre avec qui vous voulez travailler. Et quelques références, j'en citais juste tout à l'heure quelques-unes en termes de collectivité. Vous retrouvez là notamment Carglass. On a un peu dans les entreprises tertiaires aussi Manpower, dans les entreprises industrielles Saint-Gobain, Weber, une entreprise immobilière ICAD par exemple, et tout un tas d'acteurs territoriaux et départementaux, régionaux, que vous retrouvez un petit peu au milieu de la slide. Des gens comme vous qui souhaitent aller plus loin aussi dans leurs achats, qui ont cette possibilité d'allotir quelques sites pour créer effectivement des exemples plus verts. Voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille avec eux aussi sur des achats responsables les concernant. Je pense. Ça sera si, on prend l'exemple de Carglass, toujours, hein, qui a un accès à ces données en termes de consommation. Vous voyez en haut à gauche, c'est une agrégation de l'ensemble des volumes. Là, vous voyez, c'est sur une semaine à peu près. Là, c'était au mois de juin. Consommation journalière, qui évidemment est disparate. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez à droite, c'est le mix énergétique, la manière dont on a pu alimenter notre client sur l'ensemble des sites, avec principalement du solaire. Vous retrouvez cette cloche solaire, là, évidemment, au mois de juin, en plus, on a une belle production qui va allez, je le fais court, de 8 heures à 20 heures à peu près, et complétée avec de l'éolien. Et une toute petite partie, c'est ce que vous voyez en gris, hein, c'est ce qu'on appelle le marché, puisqu'encore une fois, on apporte toute transparence aux clients. On lui démontre bien qu'évidemment, on ne peut pas systématiquement, selon les heures de la journée, répondre à 100% de ses besoins avec de l'énergie renouvelable. Donc, lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'il faut pouvoir assurer les besoins avec autre chose que de l'énergie renouvelable, on s'approvisionne tout simplement sur le mix énergétique que vous avez vu tout à l'heure et sur le marché. Donc, ça a un intérêt pour vous de vous démontrer la réalité en termes de taux de couverture, et c'est ça qui est très intéressant. On en revient à ce que disait juste avant Virginie, en termes de besoins, selon effectivement, si vous voulez à la fois être fourni à partir de centrales à proximité de chez vous ou à partir d'un mix qui soit le plus complet possible pour avoir un taux de couverture le plus complet possible et de ce fait donner l'impression effectivement d'être sur une contribution la plus forte possible, quelque chose qu'on peut envisager. En bas à gauche, très rapidement, vous voyez justement, selon les différentes technologies qui sont mises en œuvre, donc l'éolien, le solaire principalement, la manière dont ça va se redispatcher. Donc tout ça, on travaille avec des algorithmes très précis qui permettent de redispatcher les données sur vos différents sites. Et enfin, en bas à droite, ça c'est aussi extrêmement intéressant, me semble-t-il, comme indicateur pour vous. C'est entre un mix énergétique que j'ai décidé de mettre en œuvre avec Voltaire, en mettant plus en évidence une production solaire et éolien, de quelle manière je vais décarboner mon utilisation. Et donc, c'est ce que vous voyez, on voit clairement là une différence, si vous voyez les deux camemberts, entre à gauche le mix énergétique qui aura été celui du client sur la semaine, donc c'est principalement solaire, éolien et une petite partie de marché, du mix énergétique du marché. Et puis, ce qui est à droite, c'est ce qui aura été le mix énergétique classique. C'est-à-dire que, imaginez, vous ne prenez pas du tout en considération effectivement d'affectation de NR et vous êtes tout simplement approvisionné sur le mix énergétique français. Et bien voilà ce que ça représente. Et vous voyez la différence entre les deux et les économies engendrées en termes de kilos. Là, on parle en termes de kilos de CO2 par mégawattheure. Donc là, on est à 26 kilos par mégawattheure d'économiser en termes de CO2. Et pour être le plus précis possible, parce que ça, c'est aussi selon les indicateurs que vous aimez bien utiliser, que vous allez pouvoir
faire, en tout cas pouvoir jongler. Vous voyez, il y a la méthode de calcul juste en bas. C'est est-ce que je préfère considérer le cycle de vie des actifs de production, c'est-à-dire qu'en gros, si je prends une installation photovoltaïque, je considère aussi sa fabrication jusqu'à son démantèlement, ou je préfère effectivement être plutôt sur ce qu'on appelle une méthodologie en émission directe. Je prends en considération uniquement au moment instantané les CO2 qui sont émises à cause de ma production directe. Et là, à ce moment-là, effectivement, si on prend l'exemple du solaire toujours, vous êtes à zéro. Voilà. Ça, c'est un choix. On laisse libre cours aux consommateurs et aux clients de choisir les indicateurs qui lui semblent les plus pertinents pour apporter justement les éléments essentiels à ces rapports RSE. Donc ça aussi, ça se transforme. Ce que vous voyez là, on a la particularité de pouvoir le transformer en rapport RSE pour vous apporter vraiment une cartographie complète de la manière dont on a pu vous alimenter sur une durée précise. On parle d'une semaine, mais évidemment, c'est plus pertinent de le faire peut-être sur une année complète, qu'on peut faire, et vous soumettre comme ça et vous mettre entre les mains un rapport RSE complet entre la manière dont vous avez pu vous alimenter en énergie renouvelable, la manière dont vous avez pu décarboner et je dirais plus globalement la manière dont vous avez pu agir pour la transition énergétique au travers de vos propres besoins. C'est très utile aussi pour alimenter les bilans carbone. C'est extrêmement utile pour pouvoir alimenter exactement vos bilans. Tout à fait, exactement. Voilà, en quelques mots, je ne sais pas si vous avez des questions. On a fini, je crois, Virginie, c'est la dernière slide. Non, c'est la dernière, on a fini. Ouais, c'est ça. Concernant le slide en haut à gauche, en fait, on a la possibilité de comparer entre d'une année à une autre la consommation pour voir en fait les efforts réalisés. Mettre en place un tableau de bord de pilotage, c'est intéressant. Très souvent, on nous demande en fait de voir aussi, par exemple dans le décret tertiaire, si on a fait des efforts sur le sujet. Comment vous le mesurez cela? Si c'est mesurable, bien sûr. Alors oui, nous, on va avoir une possibilité effectivement de vous démontrer ça entre la consommation d'un mois versus la consommation du même mois, le N-1. La grosse difficulté, parce que j'essaye de répondre complètement à votre question, c'est évidemment si vous avez une consommation qui est météo-dépendante. Voilà, c'est l'élément que j'attendais. Ouais. C'était de savoir, voilà, parce qu'aujourd'hui, comment faire une comparaison entre un centre qui est à Toulouse et un centre qui est à Strasbourg, en termes de consommation, on n'aura pas du tout les mêmes éléments. Vous avez un indicateur qui s'appelle le DJU, degré journalier unifié, vous connaissez peut-être, effectivement, et c'est à partir on va dire, de cette donnée-là que vous allez pouvoir arriver à une pertinence en termes de résultats, parce qu'il va falloir systématiquement, si vous voulez comparer 2 mois, un mois identique sur 2 années, effectivement, ramener ça par rapport au DJU, donc faire des petits calculs en 3, entre guillemets, pour pouvoir effectivement voir si les actions que vous avez menées dans le cadre du décret tertiaire, par exemple, ont apporté pertinence ou pas. Et là, alors, c'est là où nous, en tant que fournisseur, on arrive à la limite de notre exercice, on va pouvoir vous apporter une donnée évidemment en consommation réelle. Voilà. Ça, vous allez avoir les relevés précis. Par contre, si vous voulez comparer effectivement, en tout cas analyser la performance des actions que vous avez menées, là, ça va plutôt être des entreprises spécialisées en efficacité énergétique qui vont soit effectivement apporter leur calcul un peu plus précis avec ces DJU, voire même mettre en place, c'est le cas si vous êtes sur des situations extrêmes, avec des sondes et des choses très physiques que vous allez installer dans vos bâtiments. Si vous avez, par exemple, effectivement, on parlait tout à l'heure de bâtiments au-delà de 1000 m², vous avez des bâtiments considérables aujourd'hui pour des gens qui ont besoin de faire des économies extrêmement élevées. On parlait de 50%, même 60% en 2050. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mener des actions très fortes. Et là, il faut faire des mesures très précises. Et là, c'est vrai que c'est plus des entreprises spécialisées en efficacité énergétique qui vont vraiment vous apporter cette analyse fine pour savoir si les actions que vous avez menées, je crois que c'est vous qui parliez tout à l'heure d'isolation, parce que c'est exactement ça, vous avez tout à fait raison, c'est qu'avant de penser à l'énergie, d'abord isoler nos passoires, parce qu'on a énormément en France, que ça soit en privé ou en public d'ailleurs, et ça va commencer par là.
Oui. Et ça va commencer pareil. J'en reviens à effectivement le DGU, parce que si vous isolez extrêmement bien, mais en 2022, donc là on est en janvier, mais imaginons on a une moyenne sur le mois de janvier qui est, je dis n'importe quoi, même si ce n'est pas le cas, 10 degrés, et que vous voulez refaire le même calcul l'année prochaine, sauf qu'on sera à 5 degrés en moyenne, il faut ramener ça effectivement au DGU, parce que sinon on est d'accord. Vous allez avoir l'impression de faire peu d'économies, alors que ça n'aura pas été le cas. Parce que justement, on va être dans une surconsommation si on a une période assez longue de température négative. Ben c'est ça exactement. Donc, non, mais j'attendais votre réponse, parce que c'est vrai que là, ce que vous présentez, c'est un outil de pilotage et de mesure d'une consommation réelle et d'une distribution réelle. Il faut néanmoins avoir l'autre outil qui permet lui aussi d'aller voir l'effort sur la partie gain. Oui, tout à fait. Et ça, nous, fournisseurs, vous aurez une partie de la réponse, en tout cas une partie des données qui vont vous y aider, mais ça ne sera pas suffisant. On est bien d'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Voltaire? Non, c'est clair pour… Je pense que c'est clair pour tout le monde. Ok. Pour la suite, Virginie, Eric, est-ce que ce sera possible donc d'avoir cette présentation que je mettrai aussi avec le replay de l'atelier? Et est-ce qu'il y a les coordonnées peut-être de l'un de vous que je peux ajouter aussi pour que les enseignes puissent vous contacter? On t'entend plus, Virginie. On ne t'entend pas, Virginie. Oui, vous pouvez ajouter les miennes. Ok. Je viens d'envoyer dans le chat. Super. Et donc, oui, on va vous envoyer sans problème pour vous envoyer la présentation, Benjamin. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Du coup, on a 5 minutes d'avance sur l'atelier. Mais bon, s'il n'y a plus de questions pour Voltaire, je vais tous vous libérer. Je vous remercie à tous de votre participation. Merci beaucoup à Voltaire d'être intervenu ce matin et d'avoir présenté ce sujet extrêmement intéressant pour pouvoir économiser un peu l'énergie et surtout changer de mix énergétique. Pour la suite, on a la semaine prochaine un atelier prévu avec un retour d'expérience des mousquetaires de Best Drive et de la Micaline sur notre label commerçant responsable et la plateforme qui va avec. Le 8 février, on a un atelier prévu du coup sur l'optimisation de la gestion des flottes automobiles, notamment dans le cadre des zones à faible émission qui se développent. Le 15 février, on a aussi du coup un atelier prévu sur la gestion des biodéchets, puisque en 2024, on va tous être obligés de trier correctement nos biodéchets et de les faire valoriser derrière. Voilà, donc les prochains ateliers prévus. Voilà. Et ben, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée pour l'organisation. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt, Benjamin. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.